Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien après cette petite pause de presque 2 semaines. Moi ça va, j'étais en voyage, et ça fait du bien, un peu de pause dans la vie. Aujourd'hui on va continuer la lecture de Ocean Optics par Mobley. On va reprendre peut-être un petit peu où est-ce qu'on en était, je ne me rappelle plus trop, ça fait quand même un petit bout. Mais je pense qu'on va juste prendre le prochain chapitre et on va le lire doucement, puis revenir. Et comme ça nous permettra de bien comprendre ce qu'on lit, puisque c'est le but. Je vais commencer tout de suite. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. Je sais qu'aujourd'hui c'est férié pour certains, donc vous n'êtes pas capable de venir, mais c'est pas férié ici. Donc on fait avec ce qu'on a. Ok, je vais commencer tout de suite. Alors, hop là. Je vais peut-être aussi, j'ai regardé un peu les streams. Je trouvais que mon son de micro est pas top. Donc, n'hésitez pas à monter le volume. Je vais essayer de... J'ai essayé de changer un peu le gain, etc. On va voir. Ok. Donc, le prochain chapitre, c'est Common Misconception, qui est toujours dans la lumière radiométrie, un chapitre un peu plus physique, pour moi qui vient d'un milieu plus informatique. Il y a plein de choses que je ne connais pas, mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est comme ça que je le vois. La dernière fois, on avait regardé la lumière du soleil et un peu le black body radiation. Chose super cool que je ne savais pas, c'était comment on allait vraiment loin, comment finalement un photon se crée. Et en particulier le fait que en fait on a hydrogène principalement et hélium, je pense, qui sont au centre du soleil. C'est les interactions entre ces deux éléments qui vont mener à travers tout un cycle à la création de photons. Lorsqu'on va rencontrer justement des positrons avec des électrons en excès lors des différentes transformations et qui ont créé des photons. Ces photons sont... tout ce cycle proton-proton est responsable de la majorité de l'énergie qui est générée par le Soleil. Et on a parlé un peu, finalement, que le chapitre d'avant sur la radiation des corps noirs, ou l'émission des corps noirs, en fait, c'est un peu ce qui se passe. On va approximer dans nos équations le Soleil comme étant un corps noir et on va permettre de nous calculer l'irradiance qui est générée, en particulier à la surface de l'eau et à l'entrée de l'atmosphère. Ça nous donnait un truc assez intéressant où, suivant les longueurs d'onde, on n'avait pas les mêmes irradiances, ce qui semblait logique, mais la majorité de l'énergie, globalement, venait, je pense, entre le spectre du visible jusqu'au infrarouge. Là, on parlait en fonction de la météo. Donc, qu'est-ce qu'on recevait? C'est-à-dire, et en fonction de la longueur d'onde. Donc, l'irradiance qu'on recevait, donc l'énergie qu'on recevait en fonction de la longueur d'onde, on s'était rendu compte que même par temps parfait, on voyait des drops d'énergie par rapport à quelque chose à la surface en fait de l'atmosphère. Donc la surface de l'atmosphère, c'était notre truc rouge. Dès qu'on rentre et qu'on a de l'air partant zéro, donc zéro c'est zénital, le soleil est au zénith, donc on a le maximum d'énergie, et partant clair, c'est-à-dire
on n'a aucun nuage, on a une visibilité maximale. Et on se rend compte qu'on a comme des drops, et c'est comme ça qu'on avait trouvé l'ozone. Et après, on est dans plus qu'infrarouge, donc pour nous, notre cas, ça ne nous intéressait pas. Et on se rendait compte que ça descendait énormément dès qu'on changeait rien que l'angle du soleil. Donc ça, c'est entre cette ligne-là et cette ligne-là. Par contre, entre temps clair et temps, on va dire, nuageux, mais nuageux clair, on n'a pas tant de perte d'énergie que ça. Mais par contre, dès qu'on va avoir des nuages, on n'est vraiment pas beaucoup d'énergie, parce qu'on sent quand le soleil atteint notre peau. Donc là, on avait les ordres de grandeur. Et on voit que ça arrive à être très très bas pour la nuit. Et même les ordres de grandeur, en fait, c'est du fois 50. Entre temps parfait et coucher de soleil avec des nuages. Ça nous permettait, en fait, de calculer le nombre de photons qu'on avait, et en particulier l'énergie qui arrivait. Et chose que j'ai trouvée assez intéressante, c'est qu'on pouvait dire que l'eau, en fait, chauffait finalement à 3,6 degrés sur 10 heures, si le temps est parfait. Ce qui nous a amené à... je pense que c'est tout, globalement, ce qu'il y avait là-dedans. Ah oui, le soleil la lumière du soleil, même si c'est finalement des particules, même si ça arrive sur nous, ça ne nous impacte pas. C'est un peu ce qui est dit, ça ne nous pousse pas. La lumière du soleil nous réchauffe, mais ne nous pousse pas. Ce qui était assez intéressant de voir qu'on pouvait le conclure. Après, donc on va commencer avec a common misconception, donc une idée reçue finalement. Ok, j'ai commencé à lire. Donc, quelquefois, on peut voir on entend souvent que l'œil humain a évolué pour prendre avantage de la fourchette de longueur d'onde maximale du soleil. Où la majorité des plantes sont vertes parce que ça permet aussi de maximiser les longueurs d'onde dans le spectre du vert. A priori, de loin, cette idée semble plausible, sachant que ce qu'on a vu sur l'irradiance sur la page d'avant, on sait qu'on a un pic d'irradiance sur le soleil proche des 500 nanomètres. Et donc, quand on va regarder un peu plus en détail ces relations entre l'œil ou la plante et son évolution et les émissions solaires, on se rend compte que c'est totalement faux. On va supposer qu'on a mesuré la température dans des intervalles de 1 minute au cours d'une journée entière. Ça nous donne donc une fonction ponctuelle qui, étant donné un point dans le temps, évidemment approximé à la minute, on a une fonction qui va nous retourner la température à cette heure-ci. Donc, lorsqu'on va se poser la question, quelle est la portion de la journée la plus chaude, on va pouvoir tout simplement regarder la fonction, on va plotter et on va voir, par exemple, que le maximum est à 3h35 de l'après-midi. Ça, c'est la même chose, quelle que soit l'unité de température, soit Celsius, Fahrenheit, Kelvin, la température maximale restera à 15h35. Et lorsque l'on va considérer la question
à quel moment l'irradiance solaire est à son maximum, la réponse ne sera pas aussi simple. Tout simplement parce que le spectre d'irradiance du Soleil, qu'on a approximé à celui d'un corps noir, n'est pas une fonction ponctuelle. Le spectre, quand on dit spectral, c'est-à-dire qu'on a une distribution ou tout simplement des fonctions de densité. C'est-à-dire qu'on va démontrer que le Soleil a une distribution de son énergie ou un nombre de photons qui varie en fonction de la longueur d'onde, de la fréquence ou de l'intervalle de wave number, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Nombre d'ondes. Donc là on reprend, si j'ai bien compris. Quand on dit le point le plus chaud, c'est facile, on prend des mesures, on regarde, ok, ça donne une heure. Si on veut savoir par contre à quel moment le Soleil a émis de l'énergie à son maximum, il faut prendre en compte le fait que la radiation solaire, qu'on approxime à un corps noir, c'est pas linéaire comme ça, puisque la distribution des photons, c'est-à-dire le nombre de photons, varie en fonction de la longueur d'onde, de la fréquence donc, du signal et du nombre d'ondes. Alors, nombre d'ondes, je vais retourner voir parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'on l'a vu. Ah, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Ok. Donc, ah oui, c'est la pulsation ou la fréquence spatiale. Oui, fréquence spatiale, donc sur une longueur, à quel point finalement on ondule. Ok, donc si on reprend, le nombre de photons, donc d'énergie émise par le Soleil, varie en fonction de la longueur d'onde, de la fréquence ou encore du nombre d'ondes. Ce qui semble logique puisque la fréquence et le nombre d'ondes sont liés. Si on change le fait que ce soit unitaire sur la variable spectrale, on va alors changer la fonction à quoi elle ressemble. Ça veut dire qu'on va avoir un maximum qui va être différent. Oui, qui va varier finalement. Oui, ça semble logique. Oui, parce que là, on a dit par longueur d'onde, etc. Si on veut un truc général, en vrai, on ne peut pas, puisque le maximum varie, puisque ce n'est pas la même chose en fonction de chaque longueur d'onde. Donc là, on a un graphique qui va montrer sur un axe l'irradiance, donc axe vertical, et de l'autre, on a soit la longueur d'onde, soit la fréquence. En rouge ici, c'est en haut de l'atmosphère, donc c'est la même chose que sur les graphiques d'avant. Et en vert, c'est l'approximation qu'on va donner, c'est-à-dire d'un corps noir qui irradie à la température qu'on avait calculée au chapitre d'avant, 5782 Kelvin, qu'on va réduire par la distance de la Terre au Soleil, c'est-à-dire, on dit qu'on est à l'entrée de l'atmosphère, si je comprends bien. On va se rendre compte que c'est à peu près la même chose. Donc, c'est une approximation qui marche plutôt bien entre le spectre d'un corps noir et l'irradiance du solaire, si on ignore les lignes d'absorption de Fraunhofer, dont on avait parlé. Donc ça, c'est, vous savez, les jumps d'énergie qu'on peut avoir. On se rend compte que le pic de ce spectre, donc cette belle approximation ici, il a 501 nanomètres pour la température donnée.
Cela correspond alors à une fréquence de 5,98 10 puissance 14 Hz. Donc, je suppose qu'on va le retrouver ici à 5,98, donc c'est proche de 6 sur le deuxième graphique. Puisque là, il y a une unité fois 10 puissance 14. Et là, il nous met les calculs. OK, donc là, le maximum pour un black body, donc un corps noir, c'est 500 nanomètres. C'est vert sur blanc, ça ne se voit pas très bien, mais je vous le lis ce qui est écrit. Ce qui nous donne une fréquence de radiation de corps noir maximum à presque 6 fois 10 puissance 14 Hz. Et à droite, on va avoir un nouveau graphique qui va montrer les mêmes... donc on va essayer de trouver cette fois l'irradiance en fonction de la fréquence et non plus de la longueur d'onde. Et on fait pareil, on fait ce qu'on a mesuré versus le théorique en fonction d'un corps noir qui émet à 5782 K à la surface de la Terre. Donc si on compare les deux, on se rend compte cette fois que quand c'est la fréquence, le maximum, il est autour de 3,4 versus 6, ce qui ne correspond donc pas à l'énergie maximum qu'on a mesurée lorsqu'on a regardé en fonction de la longueur d'onde. Puisque 3,4 10 puissance 14 kHz, ça correspond à une longueur d'onde de 882 nanomètres. Là, ils ont mis 880, mais là, 882, je pense que 882, ça doit être le bon chiffre. Donc, si on résume, lorsque l'on va regarder l'irradiance solaire en fonction de la longueur d'onde, on est au maximum d'irradiation près de 500 nanomètres dans le visible. Lorsque l'on va regarder en fonction de la fréquence, le maximum va se retrouver dans les infrarouges, c'est-à-dire 880 nanomètres. Ça arrive parce que la relation entre la longueur d'onde et la fréquence n'est pas linéaire. Ok, donc si je comprends bien... Oui, c'est pas relation directe en fait entre la longueur d'onde et la fréquence. Donc, un intervalle de longueur d'onde unitaire correspond à un intervalle de taille différente pour chaque longueur d'onde. Ok, donc si on imagine que c'est une onde, la fréquence, c'est à quel point ça se répète. Donc, par exemple, 2 maximum se répète. Donc, ça en temps. On retrouve le maximum, je ne sais pas, chaque seconde. Mais ça, en fait, ça varie en fonction de la longueur d'onde. Donc, par exemple, si pour les rouges, c'est 1 seconde, en vrai, pour les verts, c'est autre chose. Ce qui veut dire que l'intervalle oui, si on plotte, on se retrouve avec des valeurs différentes. Ok, ce qui me semble logique. Donc chaque longueur d'onde a finalement sa fréquence propre. Ok. Donc sur le graphique d'après, on va montrer que les photons qui sont émis par le Soleil et sa correspondance donc la réalité versus le modèle avec le corps noir. On va avoir maintenant des longueurs d'onde de maximum différentes. Quelle est la différence? Ah oui, en haut, on était en watts, donc on était à l'énergie. Et là, on passe en nombre de protons émis. Et quand on passe en nombre de protons émis, qu'on fait
les mêmes comparaisons entre la longueur d'onde et la fréquence, on va se retrouver avec des maximums énergétiques différents. C'est-à-dire, pour la longueur d'onde, on se retrouve à 635 nanomètres, et pour la fréquence, autour de 1500. Donc, ouais, donc là, on est dans l'infrarouge, encore. Je pense que c'était déjà l'infrarouge, mais c'est juste pas le même endroit. On est dans l'infrarouge pour l'un, et on se rend compte que ce n'est pas du tout les mêmes chiffres, donc on n'a jamais la même chose. Donc on compare. Ça veut dire que lorsqu'on pose la question quel est le maximum d'irradiance que le Soleil émet, on ne peut pas vraiment donner une réponse concrète puisque ça va dépendre des paramètres. Il faut choisir, est-ce que tu parles de l'énergie, du nombre de photons, est-ce que tu veux me parler en fréquence, en longueur d'onde? Tout ça varie. Donc, il y a effectivement des bonnes raisons évolutionnaires pour expliquer pourquoi les yeux voient mieux dans le spectre du visible, pourquoi les plantes sont vertes. Par contre, ces raisons sont plus probablement reliées aux longueurs d'onde où l'eau est le plus transparent. Donc, on aurait sûrement une relation, une fonction en fonction de la réponse de l'œil humain à ces longueurs d'onde. L'instabilité thermodynamique des molécules pourrait être utilisée comme des récepteurs pour les radiations infrarouges, que ce soit pour les yeux ou les plantes. Attends, je n'ai pas compris la phrase. Donc, la raison pour laquelle il y a des raisons évolutionnaires, c'est sûrement les besoins en eau, ok, oui, puis ça change finalement l'atmosphère. Et l'instabilité thermodynamique des molécules pour les radiations infrarouges. Ok, bon, je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais on va lire la suite. Ok, donc l'apparente corrélation entre les longueurs d'onde où l'on voit le mieux et le maximum de radiation solaire est faux, ce qui résulte du simple fait du choix du spectre variable et comment les gens vont finalement définir l'irradiance spectrale. De façon, donc, point intéressant, personne ne semble contredire que les yeux auraient dû évoluer, pour prendre le maximum avantage de l'irradiation, l'émission solaire des photons dans l'infrarouge. Lorsque l'on regarde finalement en fonction de la fréquence, puisque lorsqu'on fait le plot là, de l'irradiation, elle est maximum dans l'infrarouge sur les deux. Pas les mêmes, c'est certain. Donc, on se demande pourquoi les yeux n'ont pas évolué pour mieux voir finalement dans l'infrarouge. Bien que les pigments des yeux absorbent des photons individuellement, basés sur des fréquences qui correspondent aux transitions entre les niveaux d'énergie moléculaire. Ok, donc si je comprends bien, c'est physiquement, il y a toujours une inconnue dans la science du fait qu'on ne sait pas pourquoi l'évolution n'a pas fait en sorte que l'œil humain voit mieux dans les infrarouges, puisque on se dit ça doit maximiser. L'œil est fait pour maximiser finalement le visible.
Donc, on voit que c'est autour de 500 nanomètres, ça c'est bon. Mais par contre, quand on regarde par rapport à la fréquence, on sait qu'on a un maximum d'irradiance aussi aux alentours de 882 et 2500. Et a priori, la façon dont notre œil est fait, on est capable de regarder les différences de ces niveaux d'énergie dans l'infrarouge. Il y a plus de détails dans un papier de 1999 par Sofer et Minch, qui parle aussi en particulier des clichés, des choses mal comprises sur la nature des fonctions de distribution lorsqu'on parle d'évolution et de vision. Donc, si ça intéresse plus les gens, dites quoi là-bas. Ok. Bon, je ne vois toujours pas trop le rapport avec ce qu'on va voir après. Mais... allons voir la bioluminescence. S'il y a des questions, je ne pense pas. On ne sait jamais. Attends, je vais prendre une tout petit break tout de suite. Oui, bon, je suis de retour. Il fallait que je regarde quelque chose. Ok, donc là, on a la bioluminescence. Je propose qu'on regarde ça aujourd'hui. Et on va voir après. Je pense qu'on peut faire un autre stream la semaine prochaine sur la radiation de Cherenkov et des limitations de la radiance. Et on va enfin pouvoir passer à la théorie optique, qu'on voit à gauche là, avec comment visualiser, qu'est-ce que la réflectance, les fonctions K, etc. Sachant que lui, il n'y a pas plusieurs niveaux, donc c'est intéressant. Ok, bon, c'est parti. On va retourner sur la bioluminescence. Ok, donc la lumière du soleil est évidemment la principale source d'énergie, de lumière, excusez-moi, qui atteint la surface de l'océan. Mais il n'y a pas de lumière du soleil la nuit ou lorsque l'on est à 1000 mètres de profondeur, lorsqu'on commence ce qu'on appelle la Twilight Zone. Par contre, il existe des poissons qui vivent évidemment dans les parties plus profondes de l'océan et qui, eux, ont des yeux. Et c'est même des yeux très sophistiqués, ce qui suggère qu'il doit quand même y avoir de la lumière dans les parties les plus profondes de l'océan. Il semble, donc cette lumière est bien trop faible pour être vue à l'œil humain, mais elle existe. Cette lumière vient principalement de deux sources, la lumière qui est émise par des organismes vivants et également la radiation visible émise par la décomposition naturelle du potassium. Dans cette page, on va discuter de la bioluminescence qui correspond à l'habilité d'un organisme à générer de la lumière par des réactions chimiques. Dans la prochaine page, qui est reliée, donc on va voir la radiation de Cherenkov, qui correspond à l'émission lumineuse par le decay, je viens de le dire, la décomposition radioactive, donc du potassium. Ok, donc on regarde ça. Donc, au plus profond des caves terrestres, là où la lumière du soleil
n'existe pas. Il y a plusieurs espèces d'animaux qui ont complètement perdu leur vue, au point où ils n'en ont même pas, où ils n'ont même pas d'œil, de perdu, d'œil. Je ne sais pas comment on dit. Donc, on a des poissons, des salamandres, des arthropodes, des crustacés. Par exemple, au Mexique, dans les poissons, on a the Mexican Blind Cavefish. Je suis curieuse de voir qu'on appelle Astyanax mexicanus. Allons voir cette. Ah ouais. C'est le tétra aveugle. Ouais. Donc ça, c'est pour les poissons. Pour les salamandres, on a l'olme slovène. On va voir l'olme slovène. Ouh, c'est un truc bien dégueulasse. Fermez les yeux. Qui s'appelle en français le protéanguillard. Et au Texas, il y a aussi la salamandre aveugle. Ouais, qui ressemble un peu, hein, c'est une espèce de transparent, iridescent. Ça à rendre, ça doit être vraiment pas mal challengeant. Hein. On a aussi des petites bêtes, des coléoptères. Alors là, je ne sais pas où c'est. Ok, rigolo. J'aurais pas dit que ça ressemblait à ça. Et qui est également en Slovénie. En Chine, il y en a. Bref. Ah, il y a un crabe. Attendez, je suis curieuse du crabe. Oh ouais, c'est drôle, ça. À chaque fois, c'est un peu blanc, transparent. Ce crabe-là, il est sur les îles Canaries. Et où il y a toute une classe de trucs qui grouillent là, qui sont des crustacés officiellement, et qu'on trouve dans les Caraïbes, les Canaries et l'Australie. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on voit souvent dans les films quand on veut faire des trucs bien dégueulasses. Ok, les yeux sont coûteux énergétiquement pour le corps, déjà à faire pousser, mais aussi à processer les images, qui peut nécessiter une partie considérable de l'énergie d'un cerveau animal. Donc, ce n'est pas très surprenant que les animaux qui vivent dans des environnements sans lumière naturelle ont perdu leurs yeux au fur et à mesure des générations et ont fait évoluer d'autres sens. De l'autre côté, on a aussi des organismes maritimes qui émettent de la lumière, qui se retrouvent un peu partout dans l'océan, enfin dans les océans. Ça va à des bactéries, à des poissons, on les trouve à la surface, on les trouve au fond des eaux, dans les eaux polaires, dans les équateurs, on en a vraiment partout. Il y a plein de rôles possibles écologiques pour ces animaux qui émettent eux-mêmes leur lumière, que ce soit pour séduire, donc la communication pour séduire ou pour prévenir, pour attraper une proie, pour attirer une proie, pour échapper à des prédateurs, pour le camouflage, etc. S'il y en a qui sont intéressés, il y a deux petits liens ici. C'est un qui date de 2010 et l'autre, je vais aller le voir, un site web qui parle des rôles possibles de bioluminescence dans l'océan. Donc, pour faire peur, pour... Ah ouais, c'est rigolo ça. Pour éblouir une proie, pour les stunner, pour s'attirer, etc. Donc voilà. En 1983, Weider va examiner les
le spectre d'émission de 70 espèces maritimes qui vont de la bactérie au poisson. Donc là, on va avoir un graphe qui va illustrer cette étude. Leur instrument, en fait, comptait le nombre de photons qui sont détectés avec un CDD linéaire pour 1024 rangées de longueur d'onde. Donc des blocs de 1024. Ce spectre va donc décrire la distribution du nombre de photons qui sont émis en fonction de la longueur d'onde. Pour chaque analyse spectrale de photons, on va y associer un spectre énergétique, comme on va discuter plus bas. Les longueurs d'onde d'émission maximale, qu'on va noter lambda max, et la bande d'émission pour la moitié du maximum, qu'on va noter delta de lambda de FWHM, qu'on va noter plus bas. Ces bandes d'émission vont de 26 nanomètres à 100 nanomètres, avec une moyenne aux alentours de 75 nanomètres. Pour les longueurs d'onde où l'émission est maximale, on est entre 430 nanomètres et 574, avec une moyenne autour de 480 pour l'ensemble des espèces mesurées. Et il se trouve évidemment que ces longueurs d'onde coïncident avec les longueurs d'onde où l'eau de mer est le plus transparent, pour maximiser finalement ce qu'il reçoit. Donc là, on voit, je ne sais pas ce que c'est AA. Ah, ok, AA, c'est un arthropode. Donc là, c'est en fonction de différents animaux. On voit que c'est pas tous pareils, parce que je suppose qu'ils ne vivent pas tous non plus au même endroit. La magnitude de ces émissions montre la variabilité qu'a la fonction spectrale, donc de la distribution finalement. On va en premier noter, attendez, je vais vous mettre avec le graphe. Voilà. On va en premier noter que la majorité des organismes bioluminescents vont émettre de la lumière seulement lorsqu'ils sont perturbés. La perturbation la plus commune pour générer finalement cette lumière, c'est la stimulation mécanique, c'est-à-dire lorsqu'un organisme est entraîné, par exemple, dans les vagues, les turbulences d'un bateau qui passe, ou lorsqu'il va sentir une vague forte qui est causée, par exemple, par l'approche d'un prédateur, d'un autre poisson. Les lumières intermittentes, les champs électriques, les tremblements de terre, les produits chimiques sont aussi des causes de génération de bioluminescence. Donc, en fait, si je comprends bien, les poissons, là on parle en particulier des organismes dans l'eau qui sont capables de produire de la lumière, ne vont pas le faire de manière naturelle, ils vont le faire généralement lorsqu'il y a une stimulation mécanique. Donc finalement, autour d'eux, il y a une espèce de pression qui arrive, qui peut être causée par un bateau qui passe, par un gros poisson, etc. Mais on sait aussi que lorsqu'il va y avoir donc, des polluants chimiques, des tremblements de terre, des champs électriques, d'autres lumières qui vont être intermittentes, on a remarqué aussi qu'ils produisaient de la lumière. En 1986, la POTA donne une description très intéressante de la bioluminescence qui peut être provoquée en fait tout simplement avec une flashlight bien ordinaire. Donc si toi tu arrives avec ta lumière dans l'eau, tu peux provoquer cette réaction.
Donc les organismes, lorsqu'ils sont perturbés, vont donc émettre un jet de lumière qui peut durer de quelques dizaines de millisecondes à plusieurs secondes, à l'exception de certaines bactéries qui sont capables, elles, d'émettre de façon continue. Ok, donc si je comprends bien, les poissons, dans les organismes qui existent sous l'eau, qui génèrent de la lumière, globalement, ce n'est pas de façon continue, sauf si c'est certaines bactéries. Et la lumière qui est produite, non seulement elle n'est pas continue, mais elle peut être provoquée par plusieurs éléments, plusieurs stimulateurs. Ok. Donc, une mesure de puissance de la bioluminescence assez commune, c'est le nombre de photons qui sont émis par seconde par organisme. Donc, par exemple, la bactérie, ça fait 10 puissance 4 photons, donc 100 000 photons par seconde par bactérie. Les dinoflagellates, je suis curieuse de savoir c'est quoi. Dinoflagellate. Ouh, c'est good. C'est des eucaryotes. Et on peut les considérer comme étant des planctons. Okay. Donc, 10 000 photons par seconde pour une bactérie, bactérie. Et on a 100 000 fois plus, voire 1 million de fois plus, pour les dinoflagelles qui produisent entre 1 million et 100 millions de photons par seconde par cellule. En 1989, on va donner, par exemple, Balschilder va mesurer une valeur moyenne de 50 millions de photons par seconde pour un certain type de dinoflagellates. En 1978, Lynch va même faire un tableau des puissances d'émission pour 58 espèces maritimes. Lorsqu'on va faire un calcul rapide, on va avoir une idée du niveau de luminosité possible. Et donc, en particulier, si on reprend le dinoflagellate, sur son spectre, on va avoir une longueur d'onde moyenne de 487 nanomètres. Si on suppose une concentration typique de 2000 organismes par mètre cube de dinoflagellate, on va dire que, donc on va reprendre le 50 millions de photons émis par seconde, avec une longueur d'onde moyenne de 487 nanomètres. On va convertir tout ça pour les équations qu'on avait vues avant, pour savoir en fait les niveaux d'énergie qui sont donc de 4,1 10 puissance moins 5 watts par mètre cube. Donc, dans un volume d'un mètre cube, si on considère une sphère d'un volume d'un mètre cube, alors à la surface de la sphère, on va avoir une irradiance, donc on va émettre de la lumière à hauteur de 10 puissance moins 5 watts par unité de surface, par mètre carré. Donc, dans le tableau 1.6, qu'on voit sûrement ici, oui. On voit que l'irradiance globale monte plus lorsque la lumière... Ah, ok, qu'il y a plus d'irradiance lorsque la nuit est claire et avec des étoiles, alors que
je comprends même pas la phrase. C'est quoi la différence entre un bright moonlit night et clear starry night? Ah, il y en a un, tu as la lune, tu n'as pas la lune. Ok. Donc, lorsqu'on a la lune, il y a beaucoup moins d'irradiance que lorsque il y a juste les étoiles dans le ciel. Oui, hein. Donc, pourquoi c'est important la bioluminescence? Parce que ça doit être pris en compte dans leur modèle, donc on appelle très, très scientifique, très, très poussé. Des équations de transfert de radiation. Donc, bien que les organismes disorbés sont capables de faire de la lumière, on sait que ce qui cause les spectacles finalement les plus impressionnants, ce sont les bactéries qui sont proches de la surface de l'eau. Le grand nombre de bactéries et leur capacité à mettre de la lumière de façon continue. Donc, ah oui. Le fait qu'en fait, il y a un grand nombre de bactéries et le fait qu'ils sont capables d'émettre de la lumière en continu, ça va compenser le fait qu'ils n'émettent pas beaucoup de photons par organisme. Dans l'océan Indien et la mer Arabique, ce sont deux endroits très connus pour leur voie lactée lumineuse qui peut générer suffisamment de lumière pour être capable de lire sur le bord de nous, alors qu'aucune lumière artificielle n'est allumée. On a on va aller voir ça d'ailleurs, les Milky Way, Milky Sea. Milky Sea. Ouais. Ah ouais, ça. Je pensais vraiment que c'était pas un vrai truc. Hein. Vraiment, on voit les bactéries là. C'est vraiment beau. Hein. Donc il y a ça et il y a dans Arabian Sea. Tiens, dans Astronomy Magazine. Je pense que ça devrait être safe d'aller voir sur ce site. Ah, il montre comment. Après. Ouais, le site n'est pas non plus. En tout cas, ouais, c'est super joli. Et donc là, il y a un petit peu une carte où on les voit. C'est assez intéressant. C'est vraiment des endroits spécifiques. Voilà. Donc, on sait que ça permet d'émettre suffisamment de lumière pour lire sur le bord de l'eau alors qu'il n'y a aucune lumière artificielle allumée. On a vu des registres de marins qui en parlent, par exemple, en 1978 dans Kelly and Ted, c'était déjà évoqué. En 88, la POTA va donner des observations quantitatives de ces événements qui peuvent couvrir jusqu'à 100 000 km² et peuvent même être vus depuis l'espace. Donc ça a été démontré en 2005 et 2021 par Miller. Je vais voir comment ça s'appelle, les Milky Sea en français. Je ne connaissais pas du tout. Ah, on l'a pas. Je peux vous lire. Ouais. Non. Dommage. Hein. Les Français, francophones ne l'ont pas encore.
Ok, donc on a parlé donc des poissons qui émettent pas en continu. Là, on parle des bactéries qui créent ces fameuses milkicides, donc qui peuvent être même détectées de l'espace, qui peuvent être sur une surface aussi grande que 100 000 km². Lorsque l'on regarde un peu la géométrie de ce qu'on appelle les milky-seeds, on voit que c'est horizontal, que c'est uniforme, et on a l'impression vraiment que c'est à une dimension. Ce qui fait que c'est facile de simuler ça dans des... donc Hydrolite, on rappelle que c'est leur outil qui a été développé donc, par le labo de Mobley pour représenter, pour faire des simulations finalement d'océan. Donc, ils disent que ça vaut le coup de rentrer ça dans des équations de simulation et donc d'avoir un terme dans les équations. La bioluminescence est incluse dans l'équation à travers le terme source S, qui est en watts par mètre cube par stéradian par nanomètre, puisqu'on sait que ça dépend de la longueur d'onde. Là, à l'angle, on se rappelle, on se met un angle solide et dans un volume. Cette fonction va nous donner donc la puissance de la bioluminescence en fonction de la profondeur, de la direction et de la longueur d'onde. Les petits organismes tels que les bactéries ou les dinoflagelles peuvent, on va supposer en fait qu'ils émettent une lumière isotropique, ce qui veut dire que dans toutes les directions, elle est égale. Donc, on va pouvoir dire que le terme S peut être divisé par 4pi, et ce qui va nous donner en fait, on va simplifier notre fonction. Au lieu d'être par angle solide et par volume mètre cube, on va enlever ces deux trucs, on dit non, mais de toute manière, c'est généré également dans toutes les directions. Donc, ce qui nous importe, finalement, c'est la puissance spectrale qui est émise, quelle que soit la longueur d'onde, et la profondeur. La direction reste la même. Lorsque l'on note, comme c'est noté au-dessus, le spectre sur la figure 1, c'est le nombre de photons émis, donc on rappelle ça là. Ici, on voit que c'est S de P. S tilde d'ailleurs. C'est le nombre de photons émis. C'est-à-dire qu'on n'est pas en puissance, on est en nombre de photons. P ici, c'est pour photons. Et donc, on va faire une conversion de notre terme qu'on appelait S0, qui est la bioluminescence, le terme de bioluminescence. On va le mettre en nombre de photons. Donc, c'est notre nombre de photons émis qu'on multiplie par la constante de Planck, par l'énergie d'un photon, en fait. Vu qu'on veut l'énergie totale, et là, on a l'énergie, on connaît déjà l'énergie d'un photon qu'on a vu plusieurs fois, Hc divisé par lambda. Et donc, il ne nous reste plus qu'à trouver le nombre de photons qui sont émis. Le nombre de photons qui est émis peut être écrit également comme étant le produit de sa valeur maximale et avec une courbe de spectrale qu'on normalise. Donc là, c'est ça qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'on va séparer la profondeur de la longueur d'onde. En 88, la POTA avait également mesuré le nombre de photons émis
lorsque la bioluminescence est au son maximum dans la mer Arabique. Donc c'est entre 1 et 5 10 puissance 14 photons par seconde par mètre cube. Ce qui veut dire, si on regarde ici et qu'on fait la conversion, donc on se retrouve avec, attendez, je retourne, on se retrouve avec, sur l'ensemble des longueurs d'onde, on a 98 nanomètres, en reprenant la magnitude maximale. Nanomètre, c'est une amplitude, hein, évidemment. Les longueurs d'onde ici, c'est entre 0 et l'infini. Donc ça, c'est cette surface. On va diviser le nombre de photons par cette magnitude, ce qui va nous donner, en fait, cette équation ici. Donc le nombre de photons qu'on a calculé, il est là entre 1 et 5. Donc on va prendre 5. Ah non, excusez-moi, of 1. Ici, c'était juste mal écrit. Voilà. Donc on a 5 fois 10 puissance 14 photons par seconde. Donc là, c'est pour calculer le S0, l'énergie émise. Enfin, ici, le nombre de photons émis, on sait que c'est 5 10 puissance 14. Et HC divisé par lambda, l'énergie par photon. Donc ça, c'est le maximum ici. C'est 98 nanomètres. Ce qui nous donne 5,1 10 puissance 12 photons émis par seconde, par mètre cube, par nanomètre. Ok. Si on l'intègre sur l'ensemble des longueurs d'onde, on retrouve donc 5 fois 10 puissance 14. L'énergie correspondante est calculée grâce à l'équation 3, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, on repasse du nombre de photons, on repasse à 0, on le remet dans, on le divise par 4pi pour avoir l'énergie, la bioluminescence en fonction de la profondeur et de la longueur d'onde. Et on va se retrouver avec ce graphique qui, en fonction de la longueur d'onde, va nous donner une courbe qu'on voit à peu près maximum aux alentours de, je pense, 530, quelque chose comme ça. Les photons ont des longueurs d'onde bien plus courtes, mais qui génèrent plus d'énergie que ceux... Ah non, excusez-moi. J'avais mal. Donc ça, c'est le spectre du photon, en fonction de la longueur d'onde. Donc l'énergie générée en fonction de la longueur d'onde pour les photons. On remarque que plus la longueur d'onde est courte, je ne comprends pas la phrase là, c'est dit que puisque les photons qui ont une longueur d'onde plus courte ont plus d'énergie que celles avec des longueurs d'onde plus longues, le spectre d'énergie est shifted toward the blue, donc va plus vers le bleu. Ah oui, ok, d'accord. Oui. Donc là, donc même si notre pic il est là, on s'attendrait à une cloche, on va dire. Mais en fait, c'est pas vrai. On voit que c'est décalé avec un pic qui tend vers le bleu. Et on voit vraiment qu'il y a une différence d'énergie jusqu'à 31% entre les deux extrêmes. L'énergie spectrale est maintenant utilisée pour définir la fonction source. Par exemple, dans la simulation actuelle, on suppose qu'une colonne d'eau est homogène. Les observations satellites effectuées par Miller en 2021
disent qu'on a une concentration de chlorophylle entre 0,5 et 1,5 mg de chlorophylle par mètre cube. Donc, c'est ce qu'ils ont utilisé dans leur simulation Hydrolight. Le ciel était totalement noir, donc on ne voyait rien. Et la seule source lumineuse est donc la bioluminescence. Dans la simulation que Mobley a fait, on se retrouve avec une illuminescence dans l'air de 0,12 lux. Ce qui est à peu près la même chose que une nuit de pleine lune par temps clair. Donc, on peut effectivement lire à côté d'un Melkissi, comme on l'a bien, comme ont témoigné les marins. Ok. Bah, peut-être on va pouvoir continuer alors vite fait sur la radiation de Cherenkov. La radiation de Cherenkov, donc on a dit 2 sources lumineuses de l'eau, les organismes qui sont dedans. Donc que ce soit des poissons qui émettent en continu ou des bactéries qui émettent en continu. On sait que les bactéries, lors d'événements spécifiques, on a remarqué que certains peuvent même émettre tellement ils sont concentrés aussi puissamment que si on avait une pleine lune par un temps clair. Et on a une deuxième source lumineuse qu'on a appelée la radiation de Cherenkov, définie en 1934, qui est une radiation électromagnétique qui est émise par des particules chargées qui voyagent plus vite que la lumière dans l'eau. Ça, c'est causé, donc on nous a dit juste avant, par les transformations des molécules de potassium. Donc c'est ça qu'on va regarder là vite fait, et on va voir si ça vaut le coup de le modéliser. Donc si on pense aux radiations de Cherenkov, on peut penser que qualitativement, c'est un équivalent optique aux ondes de choc acoustique, donc un boom sonique, qui sont générées par un avion qui voyage plus vite que la vitesse du son, donc Mach 1. Les radiations de Cherenkov sont la cause d'un magnifique bleu, une espèce de luminescence bleue qu'on peut retrouver, par exemple, dans l'eau qui sert à rafraîchir les réacteurs nucléaires. Donc là, par exemple, on a une photo. Cette émission lumineuse par une particule chargée qui bouge plus vite que la lumière dans un milieu a été en fait premièrement prédit par Oliver Heaviside dans une série de papiers qui a commencé en 1888. À l'époque, on ne savait même pas faire ça. On ne savait pas faire des réacteurs nucléaires. Et plus tard, donc 6 ans plus tard, Hammer Sommerfeld va également prédire la même chose de façon indépendante. Et c'est Marie Curie, la première qui va observer cette illumination dans les solutions de radium. Par contre, ces premiers résultats n'ont pas été appréciés par la communauté, je suppose scientifique, et vont être oubliés jusqu'aux années 1930 avec les observations faites par Cherenkov. On va voir le nom Cherenkov romanisé, mais il faut savoir que l'accent est sur la dernière syllabe. En 87, donc 100 ans à peu près, la prédiction d'Oliver Whiteside, Bradner va examiner les sources physiques de lumière dans l'océan et il va supposer que près de la surface de l'océan, les radiations de Cherenkov, donc découvertes 50 ans plus tôt,
vont générer des rayons cosmiques d'une irradiance de l'ordre de 10 puissance 7 photons par seconde par mètre carré. Donc 10 puissance 7 photons par seconde par mètre carré, si on compare avec ce qu'on avait pour nos bactéries, c'est 10 puissance 7 par seconde par mètre carré. Attendez, il faut que je me remette dans la bonne... Là, c'est par mètre cube. Je pense qu'on l'avait vu, non? On ne l'avait pas intégré. On avait 0,12 lux. Mais je pense que c'est plus lumineux. Cette valeur va également décroître de façon exponentielle avec la profondeur et une distance d'1 kilomètre. Par contre, une autre source de radiation de Cherenkov, donc là, on a les rayons cosmiques qui vont générer une irradiance. Mais on a une autre source de radiance de Cherenkov qui est le potassium 40 radioactif quand il va tiquer. Je trouve même plus mes mots. Si je mets Cherenkov. Je pense que ça doit être lui. C'est en anglais. Hop. La radiation de Cherenkov. On va le mettre en français pour une fois. Donc l'effet de Cherenkov, ou Valivov-Cherenkov, c'est la même chose qu'une onde de choc qui produit un flash de lumière lorsqu'une particule se déplace dans un milieu avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Ce qu'on va retrouver, donc une luminosité bleutée de l'eau qui entoure par exemple le réacteur nucléaire, comme on voit ici. J'ai une bien plus belle photo. Et là, on demandait qu'est-ce qui pouvait émettre donc les vents solaires et les phosphènes. Ouais, je ne connais pas. Ouais, bon, écoutez, on n'a pas la réponse. Ok, donc le potassium 40 radioactif, lorsqu'il change, va distribuer une lumière de façon uniforme dans les océans lorsqu'il est en fait en train de dissoudre les sels des océans, ce qui en fait va accroître la salinité de l'eau. La croûte terrestre contient du potassium à une concentration d'à peu près 2,6% de sa masse. Ce potassium existe sous forme de 3 isotopes. Un isotope stable qu'on appelle K39, qui correspond à 93% de la masse en potassium. On a un isotope 41 qui est également stable et un isotope 40 qui ne l'est pas, qui représente 0,0, quasiment 12% de la masse de potassium. Lorsque... Je vais regarder le decay, comment ça se tire en anglais, parce que... La désintégration. La désintégration, je l'avais tout à l'heure en plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu. Je ne sais pas où je suis partie. J'étais là, non? Oui. La désintégration de l'isotope 40 du potassium va provoquer cette lumière. Donc 89% du temps, ça va être un isotope de calcium 40 qui va être émis avec un électron et un antineutrino. 10% du temps, enfin quasiment 11% du temps, c'est un isotope d'argon qui va
capturer un électron, suivi par une émission d'un rayon gamma et d'un neutrino. La demi-vie du potassium 40 est de 1,25 GI, je ne sais plus c'est quoi. Il faut savoir que dans l'atmosphère terrestre, 0,94%. L'atmosphère terrestre contient 0,94% d'argon, ce qui est l'équivalent du même argon isotope 40. Oh là, je refais. L'atmosphère terrestre. Dans l'atmosphère terrestre, on a de l'argon à hauteur de 0,94% de sa masse dans l'air. Et cet argon est à 99,6% l'isotope 40, qui est le même qui est émis par la... je vais arriver à retrouver le mot, par la désintégration de l'isotope de potassium 40 émis dans l'océan. La spectroscopie va démontrer que l'argon dans les étoiles correspond à 85% de la masse, que c'est plutôt pour l'isotope 36, cette fois, et non pas 40, qui est en fait créé par la fusion de deux particules alpha qui viennent des noyaux de l'hélium avec un de silicone 32 lors d'explosion de supernova. Et ça, c'est... Donc, on a 85%, oui, ok, dans les étoiles. La spectroscopie nous démontre qu'on a 85% d'isotope 36 de l'argon et 15% d'isotope 38 de l'argon. Donc, toujours pas le même, on est d'accord que dans l'air et dans l'eau, on a dit que c'était l'isotope 40. L'isotope 36 se produit en fait suite à l'explosion des supernovas. Et donc, on va supposer que l'argon qu'on va retrouver dans l'atmosphère terrestre s'est accumulé sur des milliards d'années à la suite de la dégénérescence du potassium. Elle ne vient pas des étoiles finalement de l'univers. Donc, on devrait en avoir de plus en plus avec les siècles. Donc, donc ça c'était une petite note, lors de la dégénération, je vais le mettre à côté parce que je pense que ce mot-là, la désintégration, pas la dégénérescence, lors de la désintégration du potassium 40 en calcium 40, l'électron qui va être émis et l'antineutrino vont avoir une énergie kinétique combinée de 1,31 Medvedev, soit 2,1 10 puissance 13 joules. C'est une distribution continue d'énergie kinétique pour l'électron qui va donc varier entre 0 à un maximum de 1,31 Medvedev, avec un maximum à 0,55. Ça, c'était démontré en 1959 par Kelly. La caractéristique de la désintégration bêta, c'est que les électrons qui sont émis ont un spectre continu d'énergie qui part donc de 0 à son maximum. Contrairement aux désintégrations alpha, qui vont alors émettre des particules alpha, qui vont avoir une seule énergie déterminée par la quantité, par les niveaux d'énergie des noyaux nucléaires désintégrés. Okay. Donc, les radiations alpha, leur niveau d'énergie est unique, ce n'est pas tout un spectre. Il est unique et ça va dépendre finalement de la particule qui se fait désintégrer, donc qui est radioactive,
alors que le rayonnement bêta, la désintégration de la molécule dans le bêta, ça émet des électrons qui vont avoir de l'énergie qui va varier de façon continue entre 0 et un maximum. Ok. La vitesse de l'électron pour une énergie kinétique donnée va être donnée par la formule de la relativité, de l'énergie kinétique relative, écrite en 1988 par Hallyday et Resnick. C'est ce qu'on a ici, qui dépend donc de la masse au repos de la particule, de la vitesse de la lumière, de la vitesse de la particule V. Dans la théorie de la relativité, il est commun de noter, d'utiliser bêta comme étant la vitesse de la particule divisée par la vitesse de la lumière. Donc en gros, on a un ratio, une vitesse relative par rapport à la célérité. On va donc pouvoir calculer ce ratio au carré, puisque là on a une racine, comme étant cette équation, donc 1 moins l'énergie kinétique mesurée divisée par la masse divisée par la célérité au carré plus 1. Et ça, c'est 1, c'est puissance moins 2. Donc, finalement, souvent, ce qu'on va retrouver, c'est ce fameux bêta au carré. On va avoir, donc, vu qu'on avait trouvé 1,31 de maximum pour notre radioactivité du potassium 40, ça va nous donner un bêta au carré de 0,9, donc 91% de la vitesse de la lumière. Excusez-moi, c'est l'inverse. 95% de la vitesse de la lumière. C'est au carré. Excusez-moi. Donc, on sait que la vitesse de la lumière dans l'eau, c'est la célérité divisée par n. Donc, on est à approximation de 75% de la vitesse de la lumière dans le spectre visible. Donc, les électrons qui sont émis voyagent plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau. Attendez, ça va pas ça. C'est 0,75. Divisé par C, je pense que c'est 1,75. Parce que ça... L'indice de réfraction de l'eau. Ouais. D'accord, que 0,75 fois C, c'est moins vite que la vitesse. Ah, dans le vide. Ça, c'est dans le vide. La vitesse de la lumière dans l'air, ça doit être autre chose. Ok, non, j'ai compris. Donc là, on sait que les radiations... Ok, je l'ai. Les radiations sont à 95% de la vitesse de la lumière. Là, on est dans l'eau. C'est la radiation de notre radioactivité du potassium 40. La lumière normale dans l'eau, c'est la lumière de la vitesse de l'air divisée par l'indice de réfraction de l'eau, c'est-à-dire 75% de la vitesse de la lumière dans le vide. C'est-à-dire que c'est 95% par rapport à 75%. On sait que les électrons qui sont émis voyagent plus vite, traversent plus vite l'eau que la lumière naturelle et donc vont émettre une radiation de Cherenkov. Évidemment, ils vont se faire ralentir et lorsqu'ils vont atteindre la même vitesse que la lumière, on va avoir d'autres
on ne va plus émettre cette lumière visible. La perte, évidemment, de vitesse est due à des interactions. Donc, l'énergie qui va être émise par un seul électron de potassium 40 par unité de distance parcourue, x en mètres, et par fréquence angulaire, en radians par seconde, va être donnée par la formule de Frank and Tam en 1937, qui est la suivante, qui, fonction de la fréquence, la perméabilité magnétique qui dépend de la fréquence du milieu. En fait, tout ça, ça a l'air assez complexe, mais en fait, on reprend... en fait, cette équation, elle a l'air plutôt simple, mais en fait, c'est une dérivation des équations de Maxwell. Ça a été démontré en 1962 par Jackson. Il faut se dire que Cherenkov, Frank et Tam, donc Frank et Tam qu'on fait contre l'équation, ont eu le prix Nobel de physique pour la découverte et l'interprétation de l'effet Cherenkov en 1958. Si on dit que la fréquence égale à 2π de l'énergie d'un électron, on va pouvoir confirmer, on va pouvoir convertir cette équation de Frank and Tam pour l'avoir en fonction, donc l'énergie qui est émise par unité de distance par unité de longueur d'onde. Donc en fonction, au lieu que ce soit par un delta X et delta W, donc la fréquence, on va être delta lambda. On va se retrouver en joules par mètre, puisque unité de distance et longueur d'onde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de photons. On peut retrouver le nombre de photons n tel que l'énergie émise égale au nombre de photons fois l'énergie développée par un photon. Hop, on fait des remplacements et on se retrouve en nombre de photons par mètre par nanomètre. La perméabilité magnétique, donc on vient de le voir juste au-dessus, là, mu de W, c'est en fonction de la fréquence et donc de la longueur d'onde. Mais pour l'eau, on sait que sa valeur est égale à celle dans le vide. La perméabilité du vide qui correspond à 8 parties par million. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais perméabilité magnétique. Donc, on va pouvoir remplacer la perméabilité magnétique de W, donc de l'eau, par celle du vide, avec une erreur négligeable. Donc, on va se retrouver avec un alpha égal à 1 sur 137, qui est une constante de théorie quantique. Donc, le alpha ici... Ah oui, parce que c'est mu de W. Il est là, ok. Donc, en fait, on a ce premier terme-là, qui est fixe, et qui vaut 1 sur 137. Enfin, une partie de ce terme-là. Et donc, on va le remplacer. Donc, le C, il est là. E2, mu de W, on a dit que c'était mu de 0, quelle que soit la longueur d'onde. On le divise par 2π fois h. Donc là, en fait, on va avoir une multiplication, n'oublie pas. Et on va se retrouver avec le nombre de photons émis. Donc l'énergie, finalement, émise par distance parcourue, par longueur d'onde, pour la radiation du potassium 40. Ici, on est tout en mètres par mètre, ce n'est pas des nanomètres pour les longueurs d'onde.
Donc, ces formules permettent de démontrer que la radiation de Cherenkov, ou l'émission de Cherenkov, va très rapidement du visible à l'ultraviolet. Donc là, on a un plot ici. Le vrai indice de réfraction de l'eau va en fait décroître rapidement aux alentours de 130 nanomètres. Donc 130, là, on le voit ici. Où l'indice de réfraction est environ égal à 1,63. Donc là, ici, on a, en fonction de la longueur d'onde, l'indice de réfraction de l'eau qui varie. Donc, le maximum, il est 1,63. Et il va être à son minimum, c'est-à-dire 0,8 et quelques, aux alentours de 71 nanomètres. Donc, la discussion... et là, en fait, il dit que plus tard, il va expliquer que bien que l'indice de réfraction est inférieur à 1, on reste en fait avec une vitesse relative plus grande que la vitesse de la lumière dans le vide et que ce n'est pas en violation avec les lois de la relativité. Donc, on va avoir une radiation finalement qui va changer rapidement en fonction des longueurs d'onde, puisque là, en fait, tous les calculs qu'on a fait ici, c'était pour le cas autour de 130 nanomètres, puisque on a pris un indice de réfraction de 1,63. Donc, la vitesse de la lumière de l'eau s'approche de la lumière du vide lorsque l'on s'approche de 1, c'est-à-dire qu'on descend dans les longueurs d'onde. Et dans ce cas-là, l'électron va toujours finalement voyager plus vite, plus lentement que la lumière dans l'eau et ne va pas émettre de radiation. Oui, il ne va pas y avoir... Okay. Donc lorsque la vitesse de la lumière dans l'eau approche celle du vide, la vitesse de l'électron va être globalement, qui est émise, toujours plus lente que la vitesse de la lumière, donc l'effet Cherenkov n'arrive pas. C'est-à-dire, maintenant on le sait, c'est aux alentours de 71 nanomètres. Pour les infrarouges, donc là on est de ce côté-là, et les longueurs d'onde plus grandes, donc là on est dans l'ultraviolet, l'émission est tellement petite et va vers 0 lorsque l'on s'approche, plus on grandit. La courbe rouge, ici, voilà, qui va être là, montre finalement ce qu'on a vu juste avant, mais en fonction de la longueur d'onde. Donc là, on va avoir l'énergie émise par unité de longueur d'onde et par distance. Et on va voir que en fait, l'énergie de l'électron initial, suivant comment c'est, en fait, on n'a pas du tout les mêmes courbes. Donc, on sait ici, sur cette courbe où c'est le maximum, c'est 1,31. Et on essaye avec d'autres mesures d'énergie. On a dit de toute façon que l'énergie émise par la radiation sur les rayons bêta, sur les rayons bêta n'est pas continue, elle va varier, enfin elle est continue mais elle varie de façon continuelle, donc au maximum elle va générer cette énergie. Là, on va aussi voir dans une autre équation que dans des cas extrêmes où l'eau est froide, elle est saline, au plus profond des océans,
on va avoir des différences qui sont finalement peu notables. Donc, on va pouvoir considérer que c'est représentatif de tous les milieux de l'océan. Donc ça, on va considérer ça comme une constante. En faisant l'intégration par rapport aux longueurs d'onde, on va avoir donc un bêta qui va donner l'énergie émise, quelle que soit la longueur d'onde, par distance parcourue. Puis, si on fait une intégration sur la distance, on a évidemment l'énergie totale qui est émise. Si on va intégrer les équations, on va avoir évidemment le nombre. Si on reprend les équations d'avant, on va pouvoir récupérer le nombre de photons émis. Lorsque l'électron voyage dans l'eau, son énergie kinétique va décroître. Lorsque l'énergie kinétique décroît, à tel point que la vitesse de l'électron approche celle de la lumière, alors on arrête les radiations dans le champ du visible. Donc, il n'y a plus de radiation pour les longueurs d'onde qui sont plus grandes que 300 nanomètres. Donc là, il fait tous tes calculs. Donc, lorsque l'énergie kinétique atteint 0,24 MeV, on n'émet plus de radiation de Cherenkov. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des longueurs d'onde de 300 nanomètres maximum, où l'intensité de réfraction est inférieure ou égale à 1,37. Le spectre de cette énergie est démontré sur la figure 3, donc c'est ce qu'on voit ici. Et on va montrer à quel point ça décroît avec un niveau d'énergie plus bas. Pour calculer la radiation totale de Cherenkov, il va donc falloir faire des intégrations par rapport à la longueur d'onde, mais aussi la distance. Et il faut le répéter pour chaque distribution d'énergie qui correspond aux électrons émis. Donc, on a une intégration triple par rapport à l'énergie, la longueur d'onde et la distance. Toutes les équations qu'on a vues juste au-dessus sont correctes dans le sens où elles vont donner le nombre de photons émis ou d'énergie, et lors d'une radiation de Cherenkov pour un certain niveau d'énergie pour un électron. Par contre, ce que ça ne dit pas, c'est que moins de 1% de l'énergie kinétique d'un électron est émise par un isotope 40 de potassium. Donc, la majorité de l'énergie de l'électron qui sert... donc, la majorité de l'énergie de l'électron qui est émise lors de cette désintégration de l'isotope 40 va en fait aller dans l'ionisation des molécules d'eau lorsque l'électron se propage dans l'eau. Cette perte d'énergie vers la ionisation est donnée par une équation connue sous le nom de Bethe-Bloch formula qu'on peut voir plus tard si on veut. Ça date de Arya 1966. Ça implique deux paramètres additionnels qui sont l'énergie requise pour ioniser une molécule d'eau et la densité d'électrons dans l'eau, c'est-à-dire le nombre de molécules d'eau par mètre cube. Lui, dans ses recherches, Mobley, il va dire que la perte d'énergie due à l'ionisation est 153 fois plus que celle qui est due à la radiation de Cherenkov. Tout ça, c'est bien plus loin que les besoins de l'océanographie optique et ne va pas nous aider ici puisque, au final, ce qui est intéressant, c'est la radiation de Cherenkov qui doit être détectée
en fait, tout simplement, par la détection, qui peut être détectée par les physiciens en regardant les neutrinos au fond des océans. Puisqu'un neutrino, lorsqu'il interagit avec de la matière, ce qui est extrêmement rare, le résultat peut être une particule chargée, tel un électron ou un muon, qui voyage à peu près à la même vitesse que le neutrino. Ces particules chargées sont aussi la cause de la radiation de Cherenkov et peuvent être détectées au cours du temps, en fonction d'une direction aussi, et permettent de déterminer l'énergie, la direction initiale du neutrino. Plusieurs détecteurs de neutrinos sont basés sur cette idée qu'au fond des océans, au fond de la glace, du pôle sud, existent ces interactions. Donc là, on nous parle de détecteurs qui sont en fait plein de tubes photomultipliers, des PMT, qui peuvent être même jusqu'à 1 km², qui permet de détecter les cônes lumineux de Cherenkov alors qu'une particule passe au travers du détecteur. Pour les mesures au fond de l'océan, la radiation de Cherenkov due à la désintégration du potassium 40, c'est en fait du bruit et qui ne veut pas nous être utile. La magnitude de la radiation de Cherenkov va être donc calculée et mesurée lorsqu'on va essayer de faire des détecteurs de neutrinos au fond de l'océan. Je pense que pour nous, pour le futur, ça ne nous servira pas. L'utilisation de ces formules permet de calculer le nombre de photons émis par l'effet de Cherenkov par mètre carré par seconde dans l'océan, en fonction du nombre d'atomes de potassium 40 par mètre cube, qui est de 12 000 mètres cubes par seconde. Et parmi ces atomes de potassium, il y a environ 89% qui émettent de l'électron. La clarté de l'eau je ne sais pas pourquoi cette phrase est comme ça. Ces calculs permettent de prédire 1,2 fois 10 puissance 6 photons par mètre carré par seconde dans le visible pour de l'eau claire. Donc, c'est 181 Learned et 187 Brandner. Si on fait des mesures au cours de la nuit à des profondeurs allant jusqu'à 4300 mètres dans des eaux claires, par exemple près de Hawaï, on va avoir finalement un bruit d'eau qui va être de 10 puissance 7 photons par mètre carré par seconde, ce qui inclut la bioluminescence ainsi que la radiation de Cherenkov. Aoki, en 1986, va faire des mesures au même endroit, donc près d'Hawaï, et va lui calculer 2,18 avec des marges d'erreur 10 puissance 6, donc à peu près x2. Tamburini, en 2013, va en fait faire des calculs sur 2 ans et demi dans la mer Méditerranée à 2500 mètres de profondeur. Et lui va calculer à peu près 37 000 photons par seconde, attribuables à la désintégration de l'isotope 40. Et il va faire à peu près 40 000 pour la bioluminescence, donc dans la mer Méditerranée. Donc à peu près équivalent. Lorsqu'il y a des courants forts, donc on sait que lorsqu'il y a des courants forts, la bioluminescence va être plus forte.
on va voir jusqu'à une croissance du signal de 100, un facteur 100. Là, on va voir des datas en fonction du temps. Donc, le nombre de photons par seconde calculé avec une médiane ici, aux alentours donc, de 80 000, je suppose. Bon, après, c'est plein de trucs. On sait que globalement, suivant où on est, sur quelle profondeur on est, s'il y a des événements ou pas, on a plus ou moins de bioluminescence, sachant que la radioactivité du potassium 40 est constante. Pour la plupart des vertébrés, en particulier les humains, on voit seulement, en fait, en noir et blanc, une lumière assez légère qui va être détectée sur les bâtonnets de la rétine. Les cônes vont être utilisés pour la vision colorique lorsque la lumière est assez puissante. Donc on va voir ça dans le chapitre sur la vision color vision. La partie sensible de ces bâtonnets, c'est un photopigment qu'on appelle aussi opsine ou rhodopsine 1. Une étude génétique récente de 101 espèces de poissons de fond marins a trouvé que certains poissons expriment des gènes qui permettent d'avoir plusieurs opsines, jusqu'à 2 cônes et 38 bâtonnets pour une seule espèce. Bon, en tout cas, voilà. Je pense que ça va être la fin, mais en gros, on a des poissons qui sont capables de détecter un peu mieux cette lumière. Nous, on va le voir en gros en noir et blanc, alors que certains vont voir des couleurs. Donc ça, c'est la radiation dans l'eau. On va voir la semaine prochaine, même heure, même endroit, les limites de la radiance, qui va être assez rapide, peut-être qu'on ne va même pas le faire. Et on va commencer les propriétés optiques, avec l'introduction, les propriétés optiques inhérentes de l'eau, etc. Et la fameuse équation de transfert qu'on a vue juste avant, dont on a parlé plusieurs fois. Merci de m'avoir écouté, de me regarder en replay. Et puis, à lundi, avec Myriam, on va continuer sur le terrain. Bisous, bisous, ciao.